Top départ des 90 minutes de votre quotidienne, votre émission La Grande Team. Voilà, LGT en abrégé tout simplement. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en direct sur la 3. Ici, on parle sport pendant 90 minutes tout simplement. 20h30, 22h. Vous êtes à la bonne adresse pour avoir toutes les informations sportives. Des news, une question LGT, mais pas seulement, pour vous permettre naturellement de participer à ce programme. Vous pouvez déjà nous joindre sur la page Facebook de la 3 ou nous appeler pour parler bien sûr de la question LGT de ce soir via le plus 225 27 21 59 93 99. En attendant, zoom sur le contenu complet dans le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Pro-ivoirien, Franck Kessié, meilleur joueur africain du championnat saoudien, c'est la question au cœur des discussions dans l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Franck Yannick Kessié, la panthère de Zébiziekou. Et dans notre question LGT de ce soir, la question fil rouge. Pro-ivoirien, Franck Kessié, meilleur joueur africain du championnat saoudien. Eh bien, votre avis nous intéresse. Vous pouvez dès à présent nous joindre sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit message qui naturellement est votre avis ou nous appeler au moment opportun via le plus 225 27 21 59 93 99. Vous l'aurez remarqué si vous nous suivez depuis longtemps, le numéro de téléphone n'a pas changé. Je reprends pour celles et ceux qui viennent bien sûr de nous prendre en marche. Plus 225 27 21 59 93 99. Eh bien, on parlera de basketball ivoirien avec le président de la fédération, Monsieur Moussa Diarra, dans les prochaines minutes. Ça sera le temps bien sûr du focus. Autour de moi, pour ce numéro de LGT, eh bien, j'ai Mohamed Balou, Henri-Joël Bois, Kader Guilavogui, messieurs, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Ça va. Allez, Il y a des gens qui sont très merci contents. beaucoup. Pour l'instant, ils sont très contents. Et je sais pourquoi, Henri-Joël. Oui, 72e minute, Inter 2, Barça 2. Messieurs, c'est en cours, c'est vrai que vous n'avez pas les images, mais derrière, quel retour du Barça, Kader? Ben écoutez, c'est un peu ce que le Barça nous affiche cette saison-là, avec cette capacité à remonter les scores. On l'a vu lors du match aller, ils étaient menés 2-0, ils sont revenus au score pour finir 3-3. Là encore, ils font une véritable remontada. On attend de voir la suite, mais pour l'instant, ce que le Barça réalise cette saison, tout simplement phénoménal. Allez, Ballot, je ne prendrai pas votre avis. C'est mieux. Souffrez. Souffrez tout simplement. Clément Yéton nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission, après le focus naturellement, pour parler de Franck Yannick Kessié. On parlera également de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. On fera le point de la 32e... Enfin, on fera le point. Ouais, je préfère dire ça comme ça. On fera le point. Pour l'heure, place à LGT News. L'actualité retenue pour vous. LGT News. Ouvrons les news avec les activités du Shotokan Karaté-Do international de Côte d'Ivoire. Maître Tano dévoile de grands défis. Le samedi 3 mai dernier marquait doublement la date anniversaire du fondateur du Shotokan Karaté-Do International Fédération, Sensei Soki Hirokazu Kanazawa, et les 31 ans d'existence de cet art martial japonais en Côte d'Ivoire. Une opportunité qu'a saisi le président du SKIF RCI, dirigé par son président Sensei Nicolas Tano, ceinture noire, 5e dan, pour effectuer sa rentrée sportive dans ses locaux samedi dernier. L'objectif pour cette saison est d'augmenter le nombre de licenciés et de clubs, tout en visant le développement de cet art martial sur toute l'étendue du territoire national. Au-delà du développement local, Maître Nicolas Tano entend faire participer la Côte d'Ivoire aux compétitions internationales, dont les championnats du monde SKIF. À noter que cette journée a également été marquée par un stage au club de maître accro Lat Joseph à Yopougon sous la supervision du chef instructeur Kiyoshi Yao Kofi Julien Ramos, 7e dan, qui aura permis aux participants de passer au peigne fin les dernières techniques d'autodéfense. Élargi à nos anciens, élargi à toutes ces personnes qui nous ont enseigné le karaté, qui nous ont donné des conseils, pour qu'ensemble nous puissions redémarrer et maintenir le cap par un suivi permanent, organiser des regroupements, organiser des stages de tous ordres, c'est-à-dire un stage arbitrage, un stage à la fois technique,
à la fois comité, tout ce qu'on peut faire à notre niveau pour que ces athlètes que nous encadrons puissent nous envoyer des médailles. Aujourd'hui, c'est ça notre contribution et c'est la raison pour laquelle nous sommes là en ce 3 mai. Pour donner pourquoi le 3 mai, c'est la date d'anniversaire du fondateur de l'école que nous représentons. Et la meilleure manière de lui rendre honneur, c'est de mener une activité pour dire à cette date-là, Soke Hirokazu Kanazawa a vu le jour à Iwate. Et nous, la meilleure manière de dire joyeux anniversaire, c'est vrai qu'il n'est plus, c'est de commencer nos activités à cette date. Vaucotruyenne, championnat national, le show des tout-petits. La Fédération ivoirienne de Vaucotruyenne a organisé samedi dernier les phases éliminatoires du championnat national de Côte d'Ivoire. Ils étaient au total 402 pratiquants au niveau des enfants, dont 149 filles issues de 22 clubs d'Abidjan et de l'intérieur, à prendre d'assaut le centre culturel d'Abobo Baoulé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les enfants ont démontré qu'ils avaient du talent à revendre lors des combats. La preuve que la relève est assurée du côté du Vaucotruyenne qui ne cesse d'enchaîner les compétitions et de promouvoir davantage son art martial. En tout cas, le public venu en grand nombre n'a pas boudé son plaisir lors des combats chez les super poussins, les pupilles, les élites, les benjamins, les minimes et les cadets. Après cette première étape, les seniors entreront bientôt en lice. Dans le même temps, la fédération s'active pour des phases finales explosives prévues le 18 mai prochain au Casa des Deux Plateaux. Football à présent, tournoi de la fête du travail. La convivialité célébrée par 3 matchs de gala à Lamé. Hiro Lamé était en liesse le 1er mai dernier. À l'occasion de la fête du travail, les travailleurs de cette localité se sont réunis autour du sport, véritable vecteur de cohésion sociale, pour commémorer ce moment unique dans l'année. 3 matchs de gala ont meublé cette journée festive, placée sous le parrainage de M. Djakarija Touré. Le premier match a opposé les instituteurs aux chercheurs. Dans un duel engagé, ce sont les chercheurs qui se sont imposés sur le score de 1-0. La deuxième rencontre a mis à l'honneur les dames. Enfin, la finale tant attendue entre les équipes des travailleurs FA1 et FA2 a tenu toutes ses promesses. Après un score de parité 4-4, dans le temps réglementaire, c'est l'équipe de FA1 qui a triomphé au tir au but 3-2. Outre le football, d'autres disciplines telles que la pétanque, la wallée et le jeu des dames ont animé cette journée dans une ambiance conviviale et fraternelle. Allez, c'est tout pour les news de ce soir. Balo, est-ce qu'il y a une actualité qui a retenu votre attention tout de suite? Oui, tout de suite, c'est la convocation de Cristiano Dos Santos qui a été convoqué par les U15 portugais. Il faut savoir que ce mardi, la Fédération portugaise de football a annoncé cette convocation du fils de Cristiano Ronaldo. Son fils, sinon son père, a tout de suite réagi sur Instagram pour exprimer un satisfecit. Il a dit en ces mots qu'il est fier de son fils. Fils, je suis fier de toi. Il faut savoir bien sûr qu'il va participer à un tournoi en Croatie. Le tournoi se dénomme Vlatko Markovic. Il se tiendra du 13 au 18 mai. C'est à ce tournoi que Cristiano Dos Santos va participer. Et il faut savoir aussi que il est né en 2010 d'une mère porteuse. Qu'en 2017, Cristiano Ronaldo avait eu un enfant, des jumelles, Eva et Matteo, qu'il a pu mettre au monde de la même manière, avec toujours le même procédé de mère porteuse. On sait tous que ce jeune a suivi les traces de son père. Il a été avec lui à Manchester United, à la Juventus Turin et maintenant à Al Nassr dans les équipes de jeunes. Ouais. Il a quelques points de similitude avec son papa, qui est la détermination, la volonté. Donc bon vent à lui, mais en tout cas, il est bien parti pour marcher sur les pas de son papa, en tout cas dans le professionnalisme que son papa incarne. D'accord, Kader. Mais écoutez, je me dis, effectivement, c'est bon pour le garçon qui suit son père, qui va le voir tous les jours, mais est-ce que sportivement, c'est bon pour le garçon qui n'a que, on a dit 14 ans 14 ans, pour moi, aurait dû rester soit à Manchester United ou à la Juventus pour pouvoir progresser sportivement, mais il a décidé de suivre son père. La question est de savoir est-ce que sportivement, ça lui est bénéfique. D'accord. Henri Joël Bois, une actualité qui a retenu votre attention? Ah oui, du tennis avec Yannick Sinner qui fait son retour au niveau du tennis. Après 3 mois de suspension, il va reprendre la compétition à partir du 26 mai. Ça sera
vers la fin de ce mois de mai, du 26 mai au 9 juin, ça sera du côté de Rome. C'est lui-même à la maison, puisque voilà, il est italien et tout le monde attend ce retour-là. Alors, on verra, puisqu'il va rentrer en liste à partir du deuxième tour. Il rencontrera soit un Italien de 18 ans, China, ou un Argentin pour voir voilà, lequel de ces deux-là sera l'adversaire prochain de Yannick Sinner pour son retour. Alors, il a déjà effectué, il va effectuer lundi prochain ses débuts au niveau de l'entraînement. Il est toujours, il faut rappeler que malgré cette suspension, il reste toujours numéro 1 mondial. Il est suivi de Zverev et le troisième, c'est Alcaraz. D'ailleurs, d'autres tennisman, notamment Kyrgios, avaient souhaité une sanction plus lourde que ces 3 mois-là qui lui avaient été infligés lors de la détection de cette substance-là dans l'organisme de Yannick Sinner. Mais finalement, ça a été juste 3 mois de suspension. Il revient. Alors, moi, quand je l'ai écouté, c'est un peu minimaliste en ce qui concerne ses envies au niveau du tournoi de Rome, parce qu'il dit qu'il vient juste pour participer, mais on le connaît, c'est un compétiteur. Et dans ce tournoi-là, peut-être, il peut être l'un des favoris. D'accord, pourquoi pas. En tout cas, je rappelle juste que vous êtes sur la 3, en direct. L'émission, c'est la grande team. Ici, c'est 100% sport. 2-2 entre l'Inter et le FC Barcelone après 85 minutes, bien sûr. C'est la manche au retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. Alors, Kader, vous, quelle actualité vous souhaitez toucher? Ousmane Dembélé? Absolument. Avec c'est le temps de la Ligue des Champions, puisque le PSG va recevoir demain Arsenal pour le compte de la demi-finale retour de cette Ligue des Champions-là. Et le PSG pourra compter sur son facteur X, j'ai envie de dire, Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'il y avait une petite alerte, mais qui, depuis 2 jours, s'entraîne avec le groupe. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens qui auront besoin de tous leurs atouts offensifs face à une équipe d'Arsenal qui vient forcément pour acheter la qualification. Et il est important pour le PSG et son entraîneur de disposer de ce joueur-là qui, cette saison, fait du bien. Je crois qu'il est le meilleur buteur, toute compétition confondue, en Europe. C'est vous dire, on va dire, l'importance de ce joueur-là sur le plan offensif, mais surtout sur le plan défensif. C'est l'un des atouts majeurs de cette équipe sur le plan offensif du PSG. Donc, bien pour cette équipe du PSG-là, qui va, comme je l'ai dit, affronter demain une équipe d'Arsenal revancharde. Et donc, il va falloir compter sur cet atout offensif, notamment Ousmane Dembélé. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Avant notre focus fan de sport, c'est l'heure de la pub. On est parti, on sera de retour juste après. Football pro ivoirien, Franck Yannick Kessié, meilleur joueur africain du championnat saoudien. On en parlera tout simplement, c'est notre question LGT. Mais en même temps, son ancien club, le FC Barcelone, passe devant 3-2 dans cette demi-finale retour face à l'Inter de Milan. C'est l'heure de notre focus et aujourd'hui, dans notre focus, on parlera de basketball ivoirien. Les demi-finales des playoffs de la Ligue d'Or se sont disputées le week-end dernier et ont connu leur dénouement hier lundi. À l'heure du bilan, nous recevons le président de la Fédération ivoirienne de basketball pour en parler, à savoir Monsieur Moussa Diarra, que nous accueillons sur notre plateau. Voilà. Bonsoir, président. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va, ça va. Ça en va. tout cas, merci d'être avec nous. Merci de nous partager la primeur déjà de tout ce qui s'est passé au niveau du basket ce week-end. Alors, j'entre tout de suite, Président, dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé ce week-end, notamment au niveau des playoffs? Au niveau des playoffs, ce week-end, on avait déjà les 4 premiers du championnat en hommes et en dames qui s'affrontaient. Le premier contre le 4e de la saison régulière, et en hommes comme en dames. On retient que les 2 premiers de la saison régulière se sont qualifiés en 2 matchs. Et les matchs qu'on attendait, qui devraient être les plus disputés, notamment le 2e contre le 3e, ces 2 matchs ont été des matchs disputés où nous sommes allés au match 3. Et chez les hommes, la SOA, 3e, a pu accéder à la finale. Et également chez les dames, CSAT, 3e également, a pu passer en finale. Donc il y a quand même des coïncidences. Alors pour vous, est-ce que ces 2 équipes-là, ces équipes-là méritent amplement leur qualification?
Ben, toutes les équipes méritaient la qualification. Et comme j'ai dit, c'était vraiment, il y a eu une belle 1-1 au bout des journées de samedi et dimanche. Il a fallu la journée d'hier, de lundi, pour pouvoir les départager, les deux clubs. Pour faire simple, Président, la belle, est-ce qu'on peut comparer ça aux prolongations au niveau du football? Ben oui, voilà, comme au basket, nous, au lieu d'avoir des prolongations au niveau des playoffs, il y a un troisième match. Il y a un troisième match, il y a un match d'appui. Si au cours de ce match également, lors des temps réguliers, là, qu'il y avait égalité, on serait passé maintenant aux prolongations. D'accord, Kader. Écoutez, Président, pardon, j'ai deux questions. La première, je la pose maintenant, la seconde ensuite. Déjà, vous avez fait de l'arbitrage votre cheval de bataille. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de l'arbitrage dans le basket ivoirien? Ben, on ne peut pas être totalement satisfait, mais au terme de ces playoffs, quand même, je peux dire le niveau de l'arbitrage s'est sensiblement amélioré. Et j'ai été heureux, j'assiste à tous les matchs. À tous les matchs de ces playoffs, j'ai été heureux de voir que chaque fois que de besoin, les arbitres allaient consulter l'IRS. On dit au basket, au lieu de la VAR, au basket, on parle de l'IRS. Les arbitres ont régulièrement consulté l'IRS et ont parfois révisé leurs décisions quand il le fallait et parfois ont confirmé leurs décisions. Il n'y a pas eu de malentendus, il n'y a pas eu de gros malentendus durant ces playoffs. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de contestations qu'il y a eu durant ces playoffs. C'est déjà une bonne chose. J'espère qu'il en sera de même pour les finales. Et Président, quel est votre point de satisfaction sur le jeu, vous en tant qu'observateur de basketball? Déjà, au niveau des dames, nous organisons l'afro-basket féminin ici. En juillet déjà, hein? En juillet, ouais. Fin juillet. Je reste convaincu qu'avec le niveau que j'ai vu au niveau du basket dames, nous allons avoir des joueuses qui vont être retenues au niveau de l'équipe nationale. Au niveau des hommes, on a vu les niveaux en train de monter également, avec les renforts qui sont venus au niveau de toutes les équipes. Et c'est des renforts de taille. On a vu des joueurs, des internationaux qui sont arrivés. Donc le niveau est monté d'un ton. Déjà, l'une de mes grandes satisfactions au niveau de la saison régulière et au niveau des hommes, bien sûr, il n'y avait pas de match facile. Même le premier contre le 12e était un match à enjeu, n'était pas un match gagné d'avance. Donc on a les niveaux qui s'équilibrent et on commence à avoir une première division de qualité, une première division qui n'est pas une où il n'y a pas d'équipe faible qui vient en victoire. Enfin, avec une domination à sens unique. Voilà, avec une domination à sens unique. D'accord. Alors, Président, vous avez parlé de spectacle, de très belles choses. Hein. Le spectacle, ça se fait devant en public. Est-ce que, en tant que président, vous êtes satisfait du déplacement des amoureux du basketball sur ces différentes demi-finales? J'avoue que ce n'est pas encore atteint le niveau que nous avons eu lors de la finale de la Coupe nationale. Comme là, c'était une finale. Et j'espère que lors des finales, ce sera le cas. Mais il y a eu quand même un déplacement déjà. Je crois que le niveau du public est en train de s'accroître. Nous avons vu sur la finale de la Coupe nationale où le Palais a fait son plein. J'espère qu'il en sera de même pour ces finales. Et qu'est-ce que... Ouais, oui, alors, Président, on sait tous que aujourd'hui, l'équipe qui remporte, que ce soit chez les hommes et chez les dames, il y a un challenge africain qui attend. Quand vous regardez, hein, c'est peut-être les équipes qui sont allées en finale, que ce soit chez les hommes et chez les dames, déjà dans la projection, est-ce que vous voyez de bonnes participations? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de certains joueurs qui sont arrivés. Vous connaissez plus ou moins ces équipes, leur capacité quand même d'attirer ou pas certaines stars. Comment vous les voyez? Comment on se projette déjà? Ou est-ce qu'au niveau de la fédération, on a à l'esprit un accompagnement par rapport à ces équipes qui vont peut-être défendre les couleurs ivoiriennes en compétition africaine? Ben, de toutes les façons, l'État de Côte d'Ivoire soutient les équipes qui s'en vont en Coupe d'Afrique. Il ne faut pas croire tous ceux qui y vont et qui font croire que c'est leur propre moyen. Il y a l'État qui accompagne. C'est vrai que les équipes, on essaie aussi également d'avoir des moyens, mais l'État de Côte d'Ivoire, dans son budget, a mis également à la disposition des fédérations tous ceux qui s'en vont en Coupe d'Afrique. C'est vrai que ce n'est peut-être pas suffisant. Mais ce que je vois, moi, c'est l'image des autres pays, les pays comme le Mali, qui essaient d'avoir les meilleurs joueurs locaux pour former l'ossature de leur équipe qui va en Coupe d'Afrique. C'est cet exemple que je pourrais, moi, en tant que président, conseiller aux futurs champions. On a de bons joueurs
localement, il faudrait bien les mettre ensemble et se faire une sorte d'équipe locale et qui va être peut-être renforcée par quelques professionnels qui sont prêts aujourd'hui à venir jouer dans d'autres équipes et pourquoi pas les équipes ivoiriennes qui sont venues même dans les équipes ivoiriennes. On peut avoir une belle participation d'une équipe ivoirienne en Coupe d'Afrique. Cette année, FBA est parti au niveau des dames à Dakar, a terminé 5e au plan africain. J'étais à cette compétition et je crois qu'il a fallu de peu et des faits de jeu, sinon FBA serait sur le podium. Donc je pense que oui, ces équipes-là ont le niveau africain aujourd'hui. D'accord. Président, on va parler un tout petit peu de l'ABC. On sait tous la domination outrageuse que l'ABC a eue sur le basketball ivoirien. Aujourd'hui, l'ABC perd son titre. Est-ce que pour vous, c'est la fin de cette domination-là? Je ne crois pas que ce soit la fin et je ne souhaite même pas que ce soit la fin. Je pense que l'ABC a toujours su se relever des coups durs. Nous avons eu l'épisode de 2021 où l'ABC a perdu en finale et l'ABC, en ayant reconstruit l'année suivante, est devenu champion systématiquement. Donc je crois en la force de cette équipe pour qu'elle revienne pour son retour et je pense que l'ABC, c'est l'ABC, ils ont de la recette, ils ont de la ressource, ils ont l'heuristique, ils ont la connaissance nécessaire pour pouvoir revenir très très fort l'année prochaine. Et je crois personnellement que l'ABC reviendra encore plus fort l'année prochaine. Alors, un mot sur le niveau global de ces finales-là. Ces finales, ça va être des finales assez disputées. Ça va être des finales assez disputées. Au niveau des hommes, c'est... Enfin, plutôt les demi-finales. Excusez-moi, Président. Plutôt les demi-finales qui ont eu lieu déjà. Je crois que c'était des demi-finales de très très belles factures. Honnêtement, comme j'ai dit, il y a eu, c'est vrai qu'au niveau des dames, FBA qui a dominé quasiment le 4e, mais au niveau des hommes, ça a été un match tendu entre même le JCA, le premier, contre Asa, le deuxième, ça a été un très très beau match. À l'ABC et la SOA, on a vu, ils sont allés à la belle. Au niveau des dames aussi, SOA contre CSA, ça a été, et ils sont partis à la belle. Jusque dans les dernières minutes, on a vu, c'était un panier de différence dans les dernières minutes. Et je pense que ça a été des demi-finales de très belles factures. Et je crois que la finale le sera encore plus. Alors, nous allons vous proposer chez vous à la maison, fans de sport, vous qui nous suivez, des images fortes, bien sûr, de cette demi-finale-là. Mais avant, Balo et Henri Joël, vous avez des questions. Je pense que oui, le président a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu interpellé. Vous avez dit que vous ne souhaitez pas la fin de l'ABC, mais est-ce qu'en même temps, le fait qu'on ait des équipes comme la JCA, on ait l'émergence de nouvelles équipes, est-ce que ça n'emmène pas un resserrement du niveau du championnat et beaucoup plus de spectacles? C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'il y ait des équipes émergentes, mais en même temps celles qui existent, qui ont de l'assise, je souhaite qu'elles maintiennent leur niveau dans cette assise-là. Plutôt que, je crois que c'est quand on aura ça, cette concurrence saine, c'est ça qui fera évoluer le basketball ivoirien. Et l'ABC fait partie vraiment des équipes qui tiennent aujourd'hui le divan du basketball ivoirien. D'accord, Henri Joël. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de la Ligue d'Or, qui est en quelque sorte le miroir de notre championnat ici, mais aussi il y a la Ligue d'Argent, où on a aussi les demi-finales avec une équipe qui avait fait les beaux jours du basket ivoirien, mais qui est en Ligue d'Argent aujourd'hui, c'est l'Africa. Oui. Parce que là aussi, quand même, on peut parler de spectacle, même si ce n'est pas au même niveau que ce que nous voyons avec la Ligue d'Or. Ah oui, moi, si j'étais président de club en ce moment, j'aurais suivi tous ces matchs de Ligue d'Argent parce qu'il y a des jeunes talentueux dans cette Ligue d'Argent. Il y a 4 bonnes équipes en demi-finale, IBAA, Africa, Fusion JPS et puis BKC. BKC. J'ai vu certains de leurs matchs. Il y a de très bons jeunes là-bas. Et ce qui est l'attraction de cette Ligue d'Argent, c'est tous des jeunes qui ont été formés par leur club et qui sont en train d'arriver. Et ces jeunes-là, en arrivant en Ligue 1, ça va être des équipes cohérentes et des équipes qui peuvent faire très mal en Ligue d'Or. D'accord. Allez, comme promis, nous allons proposer à nos téléspectateurs, fans de sport, vous qui nous suivez avec beaucoup de plaisir, les moments forts de ces demi-finales des playoffs.
récupération donc de Davioka, le capitaine. Il va aller tout seul, le dépôt avec l'aide de la raquette. Et il obtient même la compensation, le N1, accordé plus la faute. Le repli défensif de l'ABC n'est pas du tout correct. Donc la SOA essaie de pouvoir mettre le maximum de points en allant en transition. Voilà pourquoi on a cet écart-là de 8-2 en faveur de la SOA. Zamba, Lassina Sidibé, dos au panier, et il va assurer Imbo qui attend du mouvement. Ismaël Diarra qui se propose. Ismaël Diarra, la passe cachée, il va aller tout seul. Le drive, Tefodofoua, duel de meneurs, Macan, Rubinel, Nguessan, Adjei Barou, 7 secondes avant la fin de possession à 3 points. C'est manqué, rebord, Sanogo. Tapé. Et oui, oui, un guerrier. Un joueur qui aura beaucoup à donner pour son équipe l'ABC tout au long de cette opposition. On est maintenant avec Aboubakar Koné. L'interception de l'équipe de l'ABC. Et bien voilà, un panier facile pour... Voilà, de retour sur le plateau de la grande team. Président Moussa Diarra, on annonce des finales explosives. Vous-même, vous nous parlez un tout petit peu de ces finales-là, mais comment avancent les préparatifs, justement? Les préparatifs vont bon train. Nous venons de terminer même ce soir une réunion avec les partenaires, aussi les sponsors de la fédération qui se mobilisent également pour ces finales avec la présence d'artistes. On veut que ces finales soient des finales assez festives. Nous avons eu des rencontres avec les équipes pour leur expliquer également que nous attendons que du beau jeu pour cette finale. Et nous essayons de mettre également l'organisation nécessaire pour que ces finales se passent dans les meilleures conditions. Et les équipes sont prêtes. Est-ce que cette année, on doit s'attendre, Président, à une amélioration au niveau des récompenses? Je crois que vous avez l'habitude de le faire. Oui, et cette année encore, il y aura encore une augmentation du niveau des récompenses. Alors, Président, pour le spectacle, est-ce que vous souhaitez, puisque c'est au meilleur des 3 matchs, est-ce que vous souhaitez en 2 matchs ou bien la belle? En tant que président de fédération, bien sûr. Non, mais en tant que président de fédération, moi, je n'ai pas de point de vue. Et pour moi, je veux les meilleures finales possibles, que le meilleur gagne. Peu importe, en 2 ou en 3 matchs. En 2 ou en 3 matchs, vraiment, je n'ai pas de préférence. Je veux du beau spectacle. Et Président, justement, vous avez trouvé qu'il y avait une baisse de mobilisation par rapport aux playoffs. Qu'est-ce qui est prévu pour permettre d'avoir un regain de mobilisation par rapport à la finale? Non, généralement, c'est quand on regarde les demi-finales, il y avait un peu plus de monde que les quarts de finale. D'accord. Et puis, également, la finale, il y aura forcément plus de monde que les demi-finales. Mais ce que je peux dire, déjà, le samedi, on a été un peu plombé. Il y avait un concert au stade. Effectivement, tout le monde voulait voir également. Donc, le public basket y était également. Le dimanche, on a eu un peu plus de monde. Et je pense que les finales seront attractives et le public viendra. Avec les artistes, sans doute. Oui, il a dit. Donc, combien ça coûte comme ça, une finale organisée au Parc des Sports, une finale comme ça des playoffs, une finale de Coupe nationale? Non, tout dépend de ce qu'on y met. Quand vous envoyez un artiste, quand vous essayez de mettre voilà, la sécurité, quand vous essayez de mettre... parce que vous voyez aujourd'hui, nos événements, ce qu'on essaie de faire également, c'est les services aux spectateurs, les services aux VIP, avec de la boisson, avec de l'eau, avec un certain nombre de choses. Tout ça, c'est un peu des packages qu'on essaie de mettre en place. Dans ce sens-là, est-ce que vous vous sentez appuyé parce que vous avez parlé d'un type de soutien, mais bon, là, dans ce sens-là, en termes d'organisation? J'avoue que sur ce plan, on se plaint pas. Je voulais vraiment profiter de l'antenne pour remercier nos partenaires et sponsors. Et ces sponsors ont bien compris que le sport est aujourd'hui un facteur de cohésion des populations, un facteur d'intégration des jeunes. Et nous avons vraiment le soutien ferme de nos sponsors que vous voyez autour du terrain. Président, je vais vous demander de rappeler le programme. Et derrière, si vous avez un appel à lancer, c'est le moment. D'accord. Déjà, la première phase des finales, les premiers matchs vont se disputer le vendredi. Nous avons d'abord le match des dames
FBA contre CSA. Ensuite, à 20h, nous aurons le match des hommes, JCA contre la SOA, le remake de la finale de la Coupe nationale. Ensuite, le samedi, nous aurons également le match retour. En cas de 2 victoires, l'équipe qui aura 2 victoires sera déclarée déjà vainqueur dès samedi. S'il y a des belles, s'il y a une belle ou s'il y a les 2 belles, on se retrouvera dimanche également au même Palais des Sports pour pouvoir départager les 2 équipes. Nous avons procédé à l'invitation à la fois de nos partenaires, de nos sponsors, des autorités et notre ministre de tutelle, le ministre Adjé Metch Silas, qui n'a cessé de nous soutenir depuis, qui soutient tout l'environnement sportif. Ils seront tous présents pour ces finales qui se veulent explosives. Je voulais profiter de l'antenne donc pour remercier l'ensemble de nos sponsors pour cette année que nous avons bien passée. Allez-y. Pour cette année qui a été une belle année pour nous, qui va se terminer par l'Afro-Basket, mais au niveau du championnat, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas connu de problème et nos partenaires nous ont permis de financer entièrement cette compétition que nous allons finaliser ce week-end. Je voulais également remercier la presse sportive et la 3. La 3 parce que les matchs passent sur la 3 et les plateaux que la 3 nous offre pour faire la promotion du basketball. Je peux dire que nous nous sentons soutenus à la fois par la presse sportive, par la RTI pour la promotion du basketball, qui est aujourd'hui le 2e sport au niveau de notre pays. Nous comptons donc sur tout le monde pour bien terminer et pour arriver à l'Afro-Basket dans les meilleures conditions pour accueillir tous les 12 pays qui viendront en Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de plaisir que nous le faisons, Président. Oui. Une dernière question. Oui, vraiment, la dernière question. Barça. D'accord. Je rappelle que pour ce match Inter-Barça, il y a 3-3 et bien sûr, les 2 équipes jouent les prolongations et nous sommes à la 96e minute. Président, nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Vous êtes barcelonais. Vous avez envie de poser une autre question? Africa ou Agboville? Allez, merci. Oui, dans le sang. Non. Merci beaucoup. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Nous lui souhaitons plein succès pour l'événement de ce week-end. Marquons une petite pause, un petit coucou à nos partenaires. On sera de retour juste après. On évoquera bien sûr notre question LGT. Pro ivoirien, Franck Yannick Kessié, meilleur joueur africain du championnat saoudien. Ce sera le moment d'ouvrir le téléphone pour vous permettre bien sûr de participer à cette émission. A tout de suite. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Nous avons été rejoints par Clément. Clément, bonsoir. Bonsoir, Jubé. Comment allez-vous? Je vais super bien chez vous. Ça va, ça va. Un point rapide de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe en ce moment je pense entre l'Inter et le Barça. Ouais, on parle quand même d'ascenseur émotionnel parce que c'est très très chaud. Et, voilà, et le Barça qui revient à 2 buts partout et puis à 3 buts à 2 pour le Barça. À quelques secondes de la fin, l'Inter qui va égaliser pour aller en prolongation. Donc je pense qu'on assiste véritablement à une bataille entre Barcelonais et Interistes. C'est chaud en tout cas. Il y a 3 buts partout jusqu'à présent, après 98 minutes. On va parler maintenant de Franck Yannick Kessié, la panthère de Zébizékou. Récent vainqueur de l'AFC Champions League Elite, diffusé naturellement sur les antennes de la 3. Franck Yannick Kessié brille avec l'équipe d'Al-Ahly. L'international ivoirien est-il pour autant le meilleur footballeur africain d'Arabie Saoudite cette saison? On ouvre le débat après ce sujet de la rédaction et c'est dans l'actu. Pendant que l'Inter prend l'avance sur le Barça 4-3 dans cette demi-finale retour, eh bien, on va parler un tout petit peu de Franck Yannick Kessié en faisant un zoom sur, bien sûr, ses performances cette saison en images. Tout simplement, Franck Yannick Kessié, la panthère de Zébizékou, on regarde en même temps. Il est né le 19 décembre 1996 à Ouagadougou. C'est en Côte d'Ivoire, donc ivoirien, il est milieu de terrain. Les clubs précédents, le Stade Club
d'Abidjan, l'Atalanta. L'Atalanta, voilà. Chiesena, il est en prêt à Chiesena, le Milan CFC Barcelone, club actuel Al Ahly. Il a 89 sélections pour 13 buts, palmarès vainqueur de la CAN 2023, vainqueur de la CAN U17 en 2013, vainqueur de l'FC Champions League Elite 2025, champion d'Italie 2022, champion d'Espagne 2023, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne 2023. Et puis, on va tourner la page pour les performances cette saison avec le club saoudien de Al Ahly. C'est 40 matchs, 39 fois titulaire, temps de jeu 3392 minutes, 4 buts, 5 passes décisives, 8 cartons jaunes, aucun carton rouge. Et voilà pour les chiffres de Franck Yannick Kissier, ainsi que son palmarès. Alors, messieurs, à vos panonceaux, la question LGT s'adresse à vous maintenant, pro-ivoirien. Franck Yannick Kissier, meilleur joueur africain du championnat saoudien. Oui, pour Kader. Oui, également pour Clément Yéton. Non, pour Mohamed Ballo. Oui, pour Henri Joël Bois. Clément, est-ce que vous pouvez argumenter votre oui? Ouais, moi, j'ai mis un oui parce que je pense qu'il a les qualités et les performances quand même pour être le meilleur joueur africain de la Saudi League. Donc je pense que, voilà, d'abord, il y a ce qu'on appelle son impact statistique qui lui permet quand même d'aller chercher cet objectif-là parce qu'il a mis quand même 2 buts cette saison en AEC Champions League et puis il a fait quand même voilà, une passe décisive. Donc après, je pense qu'il voilà, il a permis également à cette formation de Al Ahly de se qualifier pour cette Champions League-là. Il a mis quoi? Il a mis 10 buts, 4 passes décisives l'année dernière et c'est ces chiffres-là qui ont contribué quand même à la 3e place obtenue par cette formation de Al Ahly qui a disputé cette Champions League-là, remportée cette saison par ce même club Al Ahly avec la contribution de Franck Kessié. Et également, j'ai mis un oui parce que je pense que voilà, quel est son rôle dans les succès de Al Ahly? Est-ce qu'il a été impactant dans les succès de Al Ahly cette saison? On va dire oui également parce qu'on l'a vu. Hein, c'est lui qui va marquer le 2e but en finale de l'AFC Champions League. Ça veut dire que voilà, il a été impactant dans les succès, même dans les matchs où il n'a pas marqué. On a vu son gros volume de jeu. C'est lui qui est l'équilibre de cette formation de Al Ahly. Et qu'est-ce qui va lui permettre également d'aller chercher quand même ce titre-là? Je pense qu'on parle d'un leadership et puis on parle de l'aura du joueur. Et parmi ses concurrents, c'est quand même l'un des rares à être vice-capitaine de son club derrière Bobby Firmino. Et quand Firmino n'est pas là, c'est lui qui porte parfois le brassard. Donc je pense qu'il y a l'aura du joueur. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de cette ligue-là. Donc naturellement, avec sa régularité, avec ce qu'il enchaîne comme saison, comme performance, il peut aller quand même chercher ce titre de meilleur joueur africain de la Saudi League. De la Saudi League. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Kader? Écoutez, j'ai dit oui, déjà pour le parcours du garçon. Et puis, comme Clément l'a si bien démontré, son impact. Il ne faut pas oublier qu'il fait partie des figures sur laquelle la Fédération saoudienne de football s'est appuyée pour faire venir les stars. Et donc, pour moi, ça compte. Après, il est comparé en dehors d'Edouard Mendy à des attaquants, comme Riyad Mahrez, comme Sadio Mané ou comme Pierre-Emerick Aubameyang. Lui, c'est un milieu défensif, mais pourtant, ça ne l'empêche pas de constituer la première rampe de lancement de son équipe. L'équilibre dont a parlé Clément Yéton, mais c'est surtout sa capacité à apporter le surnom sur les phases offensives, capable de récupérer des ballons, capable de se projeter, capable même de marquer des buts, d'être décisif sur des matchs importants. On l'a vu lors de la finale de l'AFC Champions League. Pour moi, Franck Kessié a tout d'un grand. On se disait qu'en partant là-bas, c'était une retraite dorée pour lui, mais non, il est très actif dans une équipe qui, on l'a dit, est en train de lutter pour le titre parce que ce n'est pas encore fini. Il reste quoi, 5 journées. Ils sont pour l'instant 8e avec un match en retard. Et donc, tout est joué, tout est jouable pour cette équipe de Al Ahly. Mais c'est surtout pour le garçon, Franck Yannick Kessié, qui, au fil des années, n'est-ce pas, s'impose pas tous les clubs dans lesquels il est passé. Non, pour moi, il a tout pour être le meilleur africain de la Saoudienne. De la Saoudie. Franck Kessié, meilleur joueur africain du championnat saoudien. C'est notre question fil rouge, la question LGT de ce soir. Et M. Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou, bienvenue sur la 3. Bonsoir, le grand JB, bon arrivée. Merci. Comment allez-vous? Bon, grâce à la 3, je suis le mort, quand je te vois. Ah, ça va. Ça fait plaisir en tout cas. Et quel est le plateau? Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, monsieur Diomandé. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. On parle de El Capi, 3 étoiles. Ouais. Pour son nom, le montre Franck Yannick Kessié. Mais c'est pas surprenant, je dis un gros oui, plus encore 2 oui encore, en plus encore un gros oui. D'accord. C'est vrai, c'est El Capi, 3 étoiles d'une compétition jamais organisée en Afrique. Donc moi, quand il est là à Jeddah, là, moi je me suis dit que ça ne serait pas une surprise pour Yannick Kessié de briguer la tête haute
ce championnat saoudien. Donc, moi, je dis il est le meilleur joueur africain de la Ligue saoudienne. Donc, Yannick Kessié, tu as tous nos soutiens. Bravo à toi et bonne chance pour la suite. Et puis, reviens à nous pour Maroc et puis la Coupe du Monde. Oui, monsieur Diomandé. Allez, bonne nuit, c'est de la paix, voiture sur la 3 et on est ensemble. Bonne nuit. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Excellente soirée à vous. Merci pour votre point de vue. Balo, vous avez dit non. Sur la page Facebook de la 3, il y a une page qui a commenté du nom de Ivoire Foot qui a dit ceci. Non, pour moi, le meilleur est Mahrez. Il est le meilleur actuellement car il continue de briller. Même après avoir quitté Manchester City, il est le meilleur joueur africain du championnat. Balo, vous avez dit non également. Oui, j'ai dit non. Faut savoir déjà que Franck Kessié, en tout cas, je conviens, a fait une très très belle saison, notamment dans son repositionnement au poste de sentinelle où il a apporté beaucoup de choses à cette équipe de Al Ahly. Sauf que statistiquement, en termes d'impact, de caractère décisif, il est en deçà des attentes. Sinon, il est en dessous de Riyad Mahrez. Il faut savoir que sur les stats, Riyad Mahrez, c'est 28 matchs et 7 buts. Ça, c'est sur le caractère décisif. 7 buts en Saudi Pro League. Sur la Ligue des champions asiatiques, c'est 13 matchs pour 9 buts. Donc, sur le caractère décisif, il est devant Franck Kessié qui a 2 buts de part et d'autre que sont Ligue des champions asiatiques et au niveau du championnat saoudien. Et sur l'impact dans le jeu, pour moi, qu'est-ce que j'appelle impact dans le jeu? C'est la capacité à, si vous voulez, à faire fructifier le jeu offensif. Et justement, à ce niveau, on parle des passes décisives. Là-dessus encore, Riyad Mahrez est au-dessus avec 10 passes en Ligue des champions, si vous voulez, en Saudi Pro League et 8 passes en Ligue des champions asiatiques. Donc, sur les stats, Riyad Mahrez est au-dessus, mais au niveau de l'image qui renvoie sur l'impact, sur l'effort qu'il apporte à cette équipe, en termes de distinction sur la saison, là encore, Riyad Mahrez est devant. Il a été 2 fois distingué en ce qui concerne le meilleur but, le but le plus beau, que ce soit la 28e journée ou à la 8e journée donc, du championnat de Saudi Pro League. Ouais. Ce qui veut dire qu'en termes d'impact important statistique et même en termes d'esthétique, là encore, il est encore au-dessus. Donc, distinction, caractère décisif et en plus impact dans le jeu, il est au-dessus. Et lorsqu'on l'emmène même sur les qualités intrinsèques, on a vu que face à Kawasaki Frontale, il a apporté quelque chose sur sa qualité technique en 1 contre 1. Ouais. Et sur les coups de pied arrêtés, où il a été, en tout cas sur les corners, d'un apport important pour son équipe. Donc, sur ça, malheureusement, Kessié a fait une bonne saison, mais il tombe sur meilleur que lui. C'est pourquoi j'estime que non. D'accord. Et pour vous, le meilleur, c'est Riyad Mahrez. Mahrez, d'accord. Allez, monsieur Kofi Mathieu, lui, nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Merci d'être sur la 3. Merci. Bonsoir, le tout-puissant JV. Comment allez-vous? Bonne arrivée. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ouais. Alors, monsieur Kofi Mathieu, quel est votre avis sur notre question de ce soir? Moi, je crois que je réponds par oui. Oui, ok. Parce que quand on prend l'histoire même de Franck Kessié, partout où il est passé, il s'est illustré d'une manière telle que tout le monde, quand il quitte un club, il va dans un club un peu plus huppé que dans l'ancien où il était. Okay. Il a quitté l'Italie, il est allé au Barça, et puis bon, de là-bas, il est venu en Arabie Saoudite. Mais en tout cas, quand tu prends tous les grands noms qui composent le championnat de l'Arabie Saoudite, et puis Franck Kessié, ce type d'affaires, je crois que vraiment il faut lui tirer le chapeau. D'accord. Voilà. En plus de ce fait-là, c'est le capitaine de notre équipe nationale. Oui. Donc je crois que, en tout cas, tout ça va faire du bien à l'équipe parce que, comme on ne cesse jamais de le dire, le challenge, les différents challenges, c'est la Coupe d'Afrique qui se pointe à l'horizon et puis la Coupe du Monde où on doit passer le premier tour pour la première fois. Voilà, donc je crois que je réponds par oui. Il est le meilleur ambassadeur des joueurs africains
dans le championnat de l'Arabie Saoudite. C'est bien noté, Monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation. Nous avons réalisé un top 10. Bien sûr, l'équipe rédactionnelle a réalisé un top 10 des meilleurs joueurs africains d'Arabie Saoudite. Nous allons vous proposer ça dans pas longtemps. En même temps, il y a un internaute qui est d'avis avec Mohamed Ballo. Lui, c'est bon fils à l'ASCO. Il dit « Il est sans doute parmi les meilleurs, mais pas le meilleur, parce que pour moi, c'est Mahrez. » Henri Joël, qu'est-ce que vous en dites, tout simplement? Moi, la question que j'ai envie de poser à ceux qui... Parce que dans cette distinction, moi, j'ai toujours des problèmes avec toujours ceux qui placent les attaquants comme les favoris au niveau des distinctions. Parce que je trouve que c'est injuste. Comment on quantifie l'apport d'un milieu de terrain par rapport à un attaquant dans un match ou dans une équipe dans laquelle les deux évoluent? Parce que c'est vrai que Mahrez, il est à la conclusion des actions. Franck Kessié se trouve à l'organisation des actions. Franck Kessié se trouve, par exemple, au niveau de la défense. Il fait ce double travail-là, comme on aime le dire, ce box-to-box-là. Il est offensif en même temps, dans la capacité de son équipe à défendre, il a un apport. Donc, c'est pour cela que je demande comment on quantifie l'apport d'un joueur qui est au milieu des terrains par rapport à un attaquant. C'est pour cela que je trouve que c'est un peu injuste au niveau de cette distinction personnelle dans le football. Même de défenseur par rapport à un attaquant. Bien sûr, même un défenseur, même un gardien de but, tout ça, comment on les quantifie? Quand on regarde un peu, moi, à côté même peut-être celui que j'allais comparer un peu à Franck Kessié dans cette distinction de meilleur joueur africain de la Saudi Pro League, peut-être je parlerai plus de Houssem Aouar, l'Algérien, qui, en quelque sorte, évolue au même poste que Franck Kessié, qui a presque les mêmes statistiques. Parce qu'aujourd'hui, Mahrez, c'est plus facile de dire, oui, il a marqué 10 buts, il a marqué 15 buts, mais on quantifie l'apport de Kessié. Quand on regarde un match de Al-Ahly, de Kessié, on voit tout de suite l'apport du joueur ivoirien au milieu des terrains de cette équipe. Sa force physique, sa capacité à garder le ballon, sa capacité à transpercer les lignes avec ses passes. Malheureusement, il n'est pas à la conclusion des actions. Donc, on dira toujours oui, c'est Mahrez ou c'est Tony. Même si on doit, par exemple, désigner le meilleur joueur de l'équipe, tout de suite, on aura les regards fixés vers ceux qui sont à la conclusion, notamment Ivan Toney, Mahrez et les autres. Sinon, au milieu de terrain, ou même en défense, ou même au niveau du gardien de but, il y a du travail qui est fait. Et je pense que Franck Kessié est plus impactant dans cette équipe de Al-Ahly que Riyad Mahrez. D'accord, c'est noté. Allez, nous vous proposons à présent notre sélection des 10 meilleurs joueurs africains d'Arabie Saoudite cette saison. Maintenant, tout simplement... Oui, Ballo? Oui, Franck Kessié, qui est ivoirien, qui évolue à Al-Ahly avec 40 matchs, 4 buts, 5 passes décisives, vainqueur de l'AFC Champions League Elite, 5e de la Saudi Pro League. Riyad Mahrez, algérien, Al-Ahly, 42 matchs, 16 buts, 10 passes décisives, vainqueur de l'AFC Champions League Elite, également 5e. Edouard Mendy, sénégalais, Al-Ahly, 35 matchs, 24 buts encaissés, 13 clean sheets, vainqueur de l'AFC Champions League, étant du même rang puisqu'ils évoluent dans le même club. Abderrazak Amdallah, marocain, Al-Shabaab, 27 matchs, 22 buts, 4 passes décisives, demi-finaliste de la Coupe du Roi, 6e de la Saudi Pro League. Et enfin, Sadio Mané, sénégalais, Al-Nasser, 42 matchs, 12 buts. Et bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon, Al-Qadassia, et 31 matchs, 17 buts, 2 passes décisives, finaliste de la Coupe du Roi, 4e de la Saudi Pro League. Yassine Bounou, 39 matchs, 40 buts encaissés, 12 clean sheets, vainqueur de la Super Coupe, demi-finaliste de l'AFC Champions League, 2e de la Saudi Pro League. Georges Kevin Nkundu, Camerounais, à Damak, 26 matchs, 13 buts, 3 passes décisives, 13e de la Saudi Pro League. Amir Saoud, Algérien, Al-Riyad FC, 27 matchs, 8 buts, 7 passes décisives, demi-finaliste de la Coupe du Roi, 18e de la Saudi Pro League. Et enfin, Miziane Maoulida, Comore, Al-Khouloud, 16 matchs, 8 buts, 0 passes décisives, 14e de la Saudi Pro League. D'accord, c'est noté. Alors, Auré Junior, défenseur ivoirien, évoluant à Ata FC, a souhaité donner son avis. Nous allons vous proposer sa réaction dans pas longtemps, mais en même temps, Kader, qu'est-ce qui fait la force de Franck Yannick Kessié dans l'univers des footballeurs africains? Écoutez, sa capacité à jouer à tous les postes, déjà au milieu du terrain. Là, Ballo l'a dit, on l'a déplacé sentinelle. Parce qu'il a cette assise technique-là capable de ressortir proprement les ballons. Parce que quand vous êtes placé dans ce registre-là, c'est que l'entraîneur a une grande confiance en vous. C'est un peu le rôle de Yaya Touré, c'est un peu le rôle de Bousquet au Barça, parce qu'ils sont dotés de cette technique-là qui leur
permet de ne pas trembler, de garder ce calme et de sortir les ballons proprement. Après, c'est un garçon qui est fort mentalement. Il a démontré avec la sélection, par les clubs où il est passé, notamment au Milan AC, où il a porté cette équipe-là vers ce garçon-là. On l'a vu en finale de la CAN des cadets, on l'a vu en finale de la CAN des seniors. Non, pour moi, c'était un joueur accompli. Ce qu'on peut lui souhaiter, si vous voulez, c'est peut-être de faire une bonne campagne lors de la prochaine CAN et pourquoi pas en Coupe du Monde. Non, pour moi, c'est un garçon qui est complet, comme j'ai dit, qui est teigneux dans la récupération, qui sait porter le ballon, qui sait faire les passes décisives, qui sait marquer des buts. Pour moi, il est complet. Et pour moi, je dis encore, pour moi, c'est le meilleur joueur africain de cette Saudi Premier League. Allez, Auré Junior, défenseur ivoirien évoluant à Atta FC, club de 2e division des Émirats Arabes Unis, a bien voulu nous donner son avis sur Franck Yannick Kessié. On regarde ensemble. Moi, je dirais oui. Pas moins qu'il y a 2 jours de cela, il a été champion d'Asie. Et aussi, c'est un très bon joueur qui a le ballon, c'est un très bon joueur. Je dirais que les joueurs africains qui sont dans le championnat, je pense que c'est le meilleur milieu africain pour moi, le meilleur milieu africain du championnat saoudien. Donc, je dirais oui, de ma part, Franck Kessié pourrait être le meilleur joueur saoudien africain. Voilà, on a eu donc son avis. Henri Joël, Clément, est-ce qu'à 1 an de la fin de son contrat, ce n'est pas le moment pour lui de tenter un gros challenge dans un club européen, par exemple? Non, je ne pense pas, parce qu'il a quand même l'équilibre avec cette formation de Al-Ahly. Il ne faudrait pas bousculer les choses. Et puis, on était inquiet pour lui, pour sa forme physique. Mais là, il a un entraîneur allemand, un jeune allemand, Matthias Jassler, qui, voilà, dans son système, demande à ce qu'on presse, à ce qu'on court partout. Et si Franck Yannick Kessié arrive à répondre à ce système-là, ça veut dire que physiquement et mentalement, il est costaud. Donc, nous, on ne craint pas pour sa forme. Et c'est mieux qu'il aille au bout de cette aventure-là, parce que ça lui fait énormément de bien. Ça ne sera rien encore de revenir en Europe. On sait qu'en termes de gains financiers, tout ça, et puis en termes de projets sportifs, voilà, et ça compte énormément dans la carrière d'un footballeur africain surtout, hein, voilà, parce qu'on sait qu'on vient de loin. D'accord, rapidement. Au-delà du gain financier, je pense que, vous savez, quand vous êtes dans un club et que vous avez l'assurance de votre entraîneur, vous êtes vice-capitaine, vous êtes assuré d'être titulaire. Je pense que c'est la meilleure des choses pour un joueur. C'est la meilleure des choses que puisse connaître un joueur dans un club. Aujourd'hui, on a de grosses échéances qui arrivent. La CAN, le mondial, changer de club, c'est-à-dire aller se réadapter à un autre système et surtout chercher à s'intégrer dans un nouveau système. Ça va être compliqué. Donc, mais vous restez misez sur la stabilité. Oui, sur la stabilité. Peut-être après ces 2 compétitions, s'il veut, voilà. D'accord. Merci. Nous, les Ivoiriens, on pense à notre pays, donc qui reste. Allez, on va parler de la Ligue 2 dans pas longtemps, mais avant, concernant notre question LGT, le public sportif ivoirien a bien voulu se prononcer. C'était dans les rues d'Abidjan. On a préparé un petit élément qu'on vous envoie maintenant. C'est pas évident de quitter en CAN, de repartir dans son club, étant touché, hein, de repartir dans son club, et puis donner le meilleur de lui, c'est pas facile. Puis être titulaire dans son club. Et puis il y a certaines choses qu'il a produites, il y a certaines choses qu'il a envoyées. Il a amené son club à arriver loin. Et puis aujourd'hui, sur les champions, il faut reconnaître que non, Franck Yannick Kessié a travaillé fort. Là où il est arrivé, il mérite d'être le meilleur joueur. Franck Yannick Kessié a remporté la Ligue des champions asiatiques. Il a marqué lors de cette finale. Et pour moi, je pense qu'il fait partie des 5 meilleurs joueurs africains de la Ligue saoudienne. Bel et bien qu'il a marqué sur cette finale, mais il y a encore d'autres joueurs plus talentueux et très talentueux aussi, comme Riyad Mahrez et Pierre-Emerick Aubameyang, qui sont aussi des joueurs très forts sur le continent africain. Oui, bien sûr, tout à fait normal. La panthère des Zébizekou, il a réussi à s'imposer dans ce championnat-là qui est en voie de développement. Et je crois qu'il mérite cette place-là parce que le club a fait de bons recrutements, comme Mahrez et Franck Kessié, ainsi de suite. Moussa Diaby aussi qui est venu de Aston Villa. Donc le club promet beaucoup de choses. Mais Franck Kessié est indispensable dans ce club-là. Donc du coup, il mérite sa place d'être grand titulaire et de mériter ce championnat-là. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est le meilleur joueur africain? Oui, bien sûr, bien sûr. Le club n'arrive pas à se passer de lui. Il est indispensable dans cette équipe-là. Donc, en tout cas, il fait de son mieux pour s'imposer. Je crois que c'est le meilleur joueur de ce club-là. Et il mérite cette place-là, vraiment. Ouais, c'est mérité de sa part. Effectivement, Franck Kessié, à mon avis, c'est le meilleur joueur du championnat saoudien. Voilà, vu ses performances, quand il quitte l'Europe, il arrive en Asie.
on pensait à d'autres grands joueurs dans le club saoudien, dans le pays saoudien, mais vu ses performances, son engagement, on a vu qu'il a propulsé son club au niveau, comme on appelle, au premier plan en Asie. Donc, pour moi, c'est le meilleur joueur du championnat saoudien. Allez, merci beaucoup de toujours vous prêter au jeu en nous donnant vos avis tout simplement pendant nos micro-trottoirs concernant nos différentes questions LGT. Sans transition, attaquons maintenant le point après la 24e journée de la Ligue 2 ivoirienne. À noter qu'il y a toujours 4-3 entre l'Inter et le FC Barcelone. La 24e journée de la Ligue 2 s'est disputée ce week-end à 2 journées de la fin de la compétition. Les positions sont toujours serrées dans le haut comme dans le bas du classement. Dans le groupe A, la bataille pour la montée et pour le maintien est toujours intense. Voyons les résultats enregistrés dans cette poule et les incidences au classement. Balo, vous souhaitez vous y coller? Oui, donc le WAC a battu d'une courte tête l'Espérance du Boaké 1-0. Yamoussoukro FC a étrié Donkoff 4-0. L'US Aboville s'est imposé face à l'Enfiera 2-1. L'Africa a battu largement 4-0 l'Espérance d'Issia. EFIM a disposé de l'US Benjerville 2-0. ADFK a battu Agir FC 1-0 et Issawazi s'est imposé de justesse 3-2 face à l'Agir d'Abengourou. D'accord. Alors, donc, au classement, on a... Le classement maintenant. Oui, donc l'US Aboville a 2 points d'avance sur l'Africa Sport d'Abidjan. Et les relégables sont le WAC, 21 points, l'Espérance du Boaké, 21 points, à égalité de points. Donc la bataille fait rage à la fois pour la montée et pour la relégation. Alors là, le constat, Kader, Agboville a réussi à battre les équipes devant lesquelles l'Africa a échoué. Est-ce que ça, c'est un signe de l'infériorité, la faiblesse, si vous voulez, de l'Africa dans ce championnat-là? Non, après, c'était un championnat qui est relevé, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'on est en Ligue 2, mais les équipes se valent, quoi qu'on dise. L'Africa, je crois que c'est Henri Jouel qui le disait, face aux grosses équipes, l'Afrique est capable de sortir de grands jeux, mais face à des équipes qui lui sont relativement en dessous, accessible. Voilà, elle paie des points et c'est ce qu'on constate dans cette saison. Est-ce que ça justifie, on va dire, ce classement-là? Non, je crois que ça se joue à très peu. Et puis, il ne faut pas oublier cette finale de cette Ligue 2 entre l'Africa et l'US Aboville, pour moi, qui sera l'élément déclencheur qui va tout tamiser dans ce championnat-là. C'était une finale, pour moi, n'est pas peine, que ce soit pour l'US Aboville ou pour l'Africa. Non, je pense que les dés ne sont pas encore jetés. En tout cas pour l'Africa et pour l'US Aboville. Sinon pour Yakoro, je crois que les dés sont déjà jetés puisque cette équipe a perdu toute possibilité de revenir en tête du championnat. C'est vrai qu'elle a fait la course en tête avec les 2 équipes de tête, avec Agir de Guibérois. Mais depuis un certain moment, c'est l'US Aboville et l'Africa qui se font la course en tête. Non, pour moi, il y a encore du suspense dans ce championnat-là, avec cette finale, comme j'ai dit, entre l'US Aboville et l'Africa. En même temps, Clément, que signifie cette large victoire de l'Africa sur SP? Je pense que c'est une victoire quand même qui va permettre à l'Africa d'aller chercher voilà, pourquoi pas cette montée dans ce qu'on appelle la bataille de Côte-d'Ivoire. On sait que ça aura lieu le dimanche, donc l'Africa ne devait pas faire un faux pas, contrairement à Beauville qui pourrait encore se permettre un faux pas, mais l'Africa devrait gagner ce match-là, même si on sait que voilà, ça sera difficile parce qu'il y a une analogie entre les saisons de l'Africa, cette saison et les autres saisons de l'Africa, parce qu'on s'attend toujours à cette dernière minute-là, et est-ce qu'ils vont craquer ou pas, est-ce qu'ils vont tenir à la pression ou pas, et voilà, on va voir ce que ça va donner le dimanche à Beauville, mais pour l'instant, ils tiennent quand même cette bataille de Côte-d'Ivoire qui devront aller gagner face à une formation qui est très solide, qui est invaincue à domicile, qui a fait 9 victoires pour 3 matchs nuls à domicile, qui n'a pas encore perdu, qui a fait seulement que 2 défaites cette saison-là, mais au football, voilà, en 90 minutes, tout est possible pour les 2 formations. On va voir ce que ça va donner. Vous comptez y être? Ah oui, tout à fait. Je pense que s'il n'y a pas d'empêchement, et voilà, et je veux être témoin de cette grosse bataille-là. Et c'est ça aussi le football. On aime que voilà, des montées ou encore des trophées se décident sur un duel, c'est-à-dire 90 minutes entre les 2 équipes qui doivent aller chercher cette montée-là. Ça sera une grosse bataille, une bataille psychologique. Et puis voilà, il faut avoir les nerfs très très solides. L'Africa, durant 3 saisons, n'y a pas réussi quand même. On va voir est-ce que ça va réussir cette saison pour les hommes de Tito Nobile qui sont dans la peau du chasseur que de la peau du chassé. Voilà, et on attend de voir ce duel, impatiemment ce duel entre Agboville et cette formation de l'Afrique. Pour vous, est-ce que le goal différentiel est un handicap pour l'Africa dans cette configuration-là? La raison pour laquelle l'Africa a mis 4 buts face à l'équipe de SP. Voilà, vous savez, ça peut compter à la fin.
On ne sait jamais, ça peut compter. Parce que même aujourd'hui, on a 17 contre 14 au niveau du goal average. Il n'y a que 3 buts de différence entre les deux équipes. Imaginons qu'on arrive à la fin de la saison avec égalité au niveau des points et qu'il va falloir regarder au niveau du goal average. Je pense que ça peut compter. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ce match face à SP, sur 4-0, là, on lui a dit ça peut être important pour cette équipe de l'Africa à la fin de la saison. Sauf qu'enfin, il ne faudrait pas, pour espérer au niveau du goal average, bien sûr, il ne faudrait pas faire un faux pas du côté d'Agboville. Il faut aller chercher la victoire. Je l'avais dit, hein, l'Africa s'en sort mieux dans les matchs jugés difficiles. Voilà l'occasion qui est donnée à l'Africa. Voilà l'occasion qui est donnée à l'Africa face à un adversaire, face à l'adversaire direct oui. Pour la montée. C'est le moment, parce que sur ces dernières années, l'Africa a eu l'adversaire direct lors de sa première saison. C'était face au Stade d'Abidjan. Ouais, après c'était Mouna. Non, pas Mouna. Après, c'était Zoma, mais c'était de façon indirecte, puisqu'il fallait battre Agi de Guibérois, qui n'avait plus rien à jouer. Ensuite, Tchologo, qui n'avait plus rien à jouer. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire, l'Africa est dans la même situation que sa première saison en Ligue 1. C'est-à-dire, on a l'adversaire direct. On a un match face à l'adversaire direct, au concurrent direct. Donc, c'est à l'Africa, je l'ai dit, ils ont leur destin entre leurs mains. C'est à eux d'aller chercher cette équipe d'Agboville. Sauf que cette équipe d'Agboville, on continue de le dire, elle est très, 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 très solide. Et même quand elle est menée au score, elle ne panique pas. Ça, c'est quelque chose que l'équipe de l'Africa doit retenir en allant à Agboville. Même quand elle est menée au score, elle ne panique pas. D'accord. Balo, je prendrai votre avis sur ce face-à-face-là, la bataille de Côte-d'Ivoire, j'ai envie de l'appeler comme ça. Juste après cette vidéo, ce reportage de nos reporters Pascaline Koné et Véronique Conan qui ont assisté au match de l'Africa Sport et de l'Espérance sportive d'Agboville ce week-end. Voici un tout petit peu l'ambiance qui a prévalu là-bas. Voilà un tout petit peu le résumé. Balo, comment appréhendez-vous la finale, si on peut l'appeler comme ça, donc la finale entre griffes, entre guillemets, si vous voulez, entre l'ES Agboville et l'Africa Sport, prévue le dimanche 11 mai au stade Côte-d'Ivoire d'Agboville. Ouais, pour moi, c'est du 50-50. Je vais m'expliquer pourquoi du 50-50. D'abord, en termes de production du jeu, cette équipe d'Agboville a montré un meilleur visage que l'Africa Sport d'Abidjan. Statistiquement, ils sont plus impressionnants. Collectivement, en termes de jeu plus structuré, plus huilé, Agboville a véritablement de l'avantage. Mais là où, pour moi, l'Africa peut rétablir l'équilibre ou rétablir l'équilibre dans le rapport de force, c'est que l'Africa a l'expérience de ces matchs couperets, de ces finales. Le stade d'Abidjan, l'US Tchologo et même l'Agir de Guibérois à une proportion moindre, puisque ce n'était pas véritablement dans les toutes dernières journées. Mais Tchologo, stade d'Abidjan, l'Africa a l'habitude, en termes de gestion de pression de ces matchs-là. En même temps, d'habitude, ça ne passe pas. Oui, d'habitude, ça ne passe pas. Raison de plus
pour que, pour moi, l'Africa prenne, si vous voulez, tire les leçons des échecs passés pour passer devant. Donc, raison pour laquelle moi j'estime que c'est du 50-50. D'accord. Un petit mot sur le bas du classement avant d'attaquer bien sûr la poule B. Clément Niéton, si vous voulez vous y coller. Donc, dans le bas du tableau, est-ce que vous pensez que le WAC et l'Espérance de Bouaké peuvent s'en sortir? Ah ouais, il reste encore de l'espoir pour ces formations-là. Hein. Ça va se jouer entre l'Espérance de Bouaké qui a 21 points, le WAC qui a 21 points, ADFK voilà, qui a 25 points. On sait qu'il y a eu ce duel de mal classé entre l'Espérance de Bouaké et puis cette formation du WAC lors de cette journée-là. Et voilà, il y a une victoire pour le WAC qui se donne quand même quelques lueurs d'espoir. Après, ADFK qui a quand même quelques matchs compliqués, qui a la dernière journée face à l'Africa Sport, tout ça. Et voilà, ça peut être des matchs difficiles, mais rien n'a encore joué pour le maintien parce qu'il y a des formations, même ça va se jouer même jusqu'à la 11e place. Tu as Donkoff qui a 26 points, tu as ici également qui a 28 points. On sait qu'il reste 3 points, il reste 6 points à prendre encore pour les formations qui sont en lutte pour le maintien. Donc mathématiquement, c'est encore possible pour Espérance de Bouaké et puis cette formation du WAC. Allez, le point maintenant. Dans le groupe B, les choses ont évolué au terme bien sûr de cette 24e journée. Voici les résultats et le classement Bado. Oui, donc par rapport aux résultats de la poule B, on a 2 buts partout entre Sporting Club de Gagnoa et l'USC Bassam. Songon qui a battu largement 3-0 l'US Bafing. 1-1 entre Adjaké et Siroko. US Fermier qui bat Leader Sporting Club 2-1. 1-1 entre CO et l'AS Divo. CO Boisflé également un but partout face à l'AS Standard. Et l'US Chologo qui bat RFC à Boissou 2-1. Le classement. Donc au classement, l'US Chologo prend une grande option sur la montée avec 50 points. Il relègue donc l'équipe de leader à 5 points d'arrêt, 45, et Siroko, 21 points, l'USC Bassam, 15 points pour les relégables. J'ai votre avis un tout petit peu sur leader US Chologo. Kader, là, est-ce que cette défaite devant Fermier pour leader de Marcory, est-ce que le leader a perdu complètement la bataille pour le titre? Mais écoutez, avant de parler du score, j'ai envie de parler du match, du contenu sur une telle pelouse. C'est impossible, cette équipe des leaders, de développer, de dérouler son jeu. Quand on sait cette équipe joueuse, on sait que c'est une équipe qui évolue en passe-coude, qui aime avoir la possession du ballon, mais c'est quasi impossible de développer son football sur ce genre. Il aurait fallu pour elle peut-être s'adapter à la pelouse, envoyer de longs ballons, mais est-ce que c'est dans l'ADN des leaders? Non, je ne pense pas. Après, c'est une mauvaise opération pour cette équipe des leaders qui perd des points dans la course au titre face à l'US Chologo. Non, je pense que c'est une très mauvaise opération, d'autant plus qu'on attend encore le verdict de cette confrontation de Chologo et Marcory. Et donc, pour moi, c'est une très mauvaise opération dans la course au titre. Même s'il reste encore à 6 points, je pense que je ne vois pas cette équipe de Chologo-là baisser pavillon si près de la montée. Vous en pensez quoi? Surtout après tous les moyens qu'ils ont. Oui, Henri Joël. Je pense que c'est terminé. C'est terminé. Depuis la dernière journée, il y a une équipe qui est éliminée. Voilà, l'équipe de Chologo va monter parce que je ne suis pas sûr que le verdict même, suite à ce qui s'est passé au Champrou, sera en faveur de l'équipe de leader. C'est pas possible. C'est pas possible parce que, vu tout ce qui s'est passé là-bas, je pense que ce club-là, au moins, perdra sur le fil. Sur le fil, pas sur le fil. On va perdre le match, voilà, pratiquement. Et ça va donner, je dirais, 8 points d'avance à l'équipe de Chologo. Je pense que c'est terminé. C'est l'occasion quand même de saluer le travail qui a été effectué au niveau de Chologo. L'année passée, ils sont... Qui étaient relégables. Voilà, qui étaient à 1 point. Bon, ils étaient relégables. Ils devaient descendre, ils devaient aller en Détroit. À la suite de l'Assemblée générale extraordinaire, ils ont été maintenus. Mais... ils ont tiré les leçons. Balo a parlé de leçons tout à l'heure, de leçons au niveau de l'Africa, mais je pense que cette équipe de Chologo a mieux tiré les leçons de la saison passée, avec, je dirais, le renforcement au niveau de tous les compartiments, que ce soit même au niveau du secrétariat général, avec Diomède, quelqu'un qu'on connaît très bien en ce qui concerne, parce qu'il a permis, il ne faut pas l'oublier, il a permis la montée de Moussou en 2015. Aujourd'hui, avec lui, cette équipe de Chologo réussit à monter. Donc, c'est un monsieur qui... Ils connaissent bien les rouages. Ils connaissent très bien les rouages de la montée en Ligue 1. Ensuite, le staff technique qui a bien géré aussi le club. Et puis derrière même le board. Parce que tout ça, c'est un véritable travail. C'est un travail d'ensemble. Et puis on félicite aussi les joueurs. Parce que si tout ce travail il est fait, je pense que ceux qui doivent mettre ce travail en œuvre, ce sont les joueurs sur le terrain. Ils ont mis cela en œuvre. Et aujourd'hui, le résultat est là. Donc bravo à l'équipe de Chologo.
quitter la Ligue 2. D'accord. Allez, Moyabi Diabaté était témoin de la rencontre qui s'est jouée à Nibi-Lécro. Nous allons vous proposer son élément dans pas longtemps. Clément, vous êtes d'accord pour dire que désormais la voie est dégagée pour Thiologo? Ah ouais. Tout à fait, hein, parce que voilà, ils ont clairement fait également la bonne opération et ils ont gagné les matchs. Et puis tu as le leader qui a laissé filer des points. On sait que dans cette dernière ligne droite là, voilà, il faut pas laisser filer de points. Et ils sont tellement solides, ils sont réguliers depuis la phase retour. Ils ne perdent pas de match, voilà. Et puis ils se sont bien organisés quand même, comme l'a dit Henri Joël. Eux, ils ont tiré des leçons de l'échec de l'année dernière. Ils se disent que cette année-là, on va l'accrocher cette montée. Et comment est-ce qu'on fait pour accrocher la montée? Voilà, il faut être régulier, il faut enchaîner les matchs, il faut faire des longues séries de victoires également. Et eux, quand on prend tout ce qui est statistique, ils ont des longues séries de victoires et ça leur permet de mener quand même cette poule B là face à une formation de leaders qui est très très costaud. Mais quand on prend ce qui s'est passé au Champrou également et naturellement, ou bien, voilà, moi mon instinct me dit que le leader va perdre ce match-là sur tapis vert et ça va profiter à cette formation de Thiologo qui est en train de défiler en Ligue 1 ivoirienne. Et ils sont très costauds, hein, même défensivement, dans ce qu'on appelle l'organisation, tout ça. Ils sont bien entourés, ils ont mis les moyens également pour aller chercher cette montée-là. Bravo à eux pour ce qu'ils font pour l'instant. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que cette Ligue 2-là est extrêmement relevée de saison en saison. Donc, gars aux équipes qui vont perdre leur place en Ligue 1 ivoirienne et puis aller en Ligue 2, voilà, demander à l'Africa, demander à certaines formations. C'est difficile quand on voit la pelouse de Nibi-Lécro. C'est difficile d'aller chercher les victoires là-bas. Voilà, mais voilà, c'est ça aussi les réalités de la Ligue 2. C'est très très difficile pour des formations telles que le leader qui développe le jeu de possession, de passe haut, d'aller sur les pelouses telles qu'on a vu là pour aller chercher des résultats. Même des formations telles que Thiologo, voilà, ils ne sont pas imposés là-bas hein, parce que c'est très très difficile. Demander au Sporting Club de Gagnoa qui a des joueurs qui sont expérimentés, qui a calé là-bas également. Voilà, et bravo à cette formation de Thiologo qui a mis tout ce qui est conditions, tout ce qui est également performance psychologique pour aller chercher cette montée-là parce qu'ils étaient dans le dur l'année dernière et là, ils ont fait une véritable remontada avec les moyens du bois, avec le recrutement des coachs et autres, avec des joueurs de qualité également. Bravo à eux pour cette première place. Allez, en même temps, petite info, hein, rappel aussi pour certains, c'est terminé en Italie, le Barça est tombé 4-3. Du coup, cette campagne pour la Ligue des Champions pour cette saison est terminée pour les Barcelonais. Lamine Yamal et ses partenaires vont retourner donc en Espagne et c'est terminé. Balo, si on devait parler bien sûr de cette Ligue 2 de Côte d'Ivoire-là, d'aucuns estiment que la Ligue 2 est très difficile. On parle des réalités de ce championnat-là, mais qu'est-ce que vous pensez des équipes qui arrivent quand même à s'en sortir et bien sûr à monter? Oui, je pense que ce sont des équipes en tout cas qui montrent un bon niveau de performance parce que ce que je remarque, même par rapport à la Ligue 1 ivoirienne, il faut un niveau de régularité incroyable en Ligue 2 parce qu'à chaque fois, c'est le manque de régularité justement qui n'arrive pas, le manque de régularité qui n'arrive pas à se perpétuer dans le temps de l'Africa qui fait qu'une équipe comme l'Africa cale à chaque fois. Donc les équipes qui arrivent à monter, ce sont des équipes qui montrent à la fois une solidité à tous les niveaux, solidité mentale d'abord, solidité défensive et efficacité. C'est ce que j'ai pu retenir, hein, des équipes qui arrivent à monter. Donc ce sont là des critères à avoir de cette équipe par exemple, et à chaque fois, sur chaque saison, il y a des équipes qui émergent. Cette année, on a l'équipe de leader Sporting Club qui a montré en tout cas dans l'ensemble un bon niveau, qui a été capable de tenir tête à certains cadres comme même l'US Fermier, des équipes qui ont très souvent été pendant longtemps dans cette Ligue 2, à arriver à se hisser au niveau de la seconde place. Et l'année prochaine, on aura une équipe comme le Jacques d'Angré qui va encore se révéler. Donc, deux plateaux aussi. Deux plateaux, ce qui fait que ça corse un peu plus le jeu parce que l'écart est resserré. Donc, effectivement, c'est un championnat très difficile. On a parlé de l'état des pelouses, mais pour moi, le niveau des équipes est quand même d'un très bon niveau, ce qui fait que le championnat est difficile. D'accord. Henri Joël, ensuite... Alors, il faut savoir s'adapter. En Ligue 2, il faut savoir s'adapter parce que c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec certaines équipes qui, en fin de saison, notamment l'Africa, qui est en train de faire tout un scandale en ce qui concerne le terrain d'Agboville, puisque ce stade a été homologué en début de saison. Je pense que s'il y avait des griefs en ce moment-là, c'était en début de saison qu'il fallait les faire connaître, pas en ce moment. Donc, quand vous êtes en Ligue 2, il faut savoir s'adapter. Vous connaissez les stades sur lesquels vous allez jouer. C'est à vous de vous adapter. C'est à vous voilà,
vous mettre à niveau par rapport au stade sur lesquels vous allez évoluer. Et puis ensuite... Après, on ne va pas accepter la médiocrité tout le temps. Hein. On ne va pas continuer cette médiocrité que vous... Cette médiocrité dont vous en parlez... Pas tous ensemble, c'est moi qui ai la parole. Il va terminer. C'est moi qui ai la parole. Cette médiocrité dont vous en parlez, je pense que, comme je l'ai dit, en début de saison, on connaissait les stats qui avaient été... fait en début. Clément, merci. Oui, mais ils l'ont... Ça a été refait. Merci beaucoup, Clément. Avant que... Moi, je pense qu'avant que la fédération ou la ligue professionnelle ne retienne en stade, il y a un travail qui a été effectué et c'est en fonction de ce travail et surtout en fonction du niveau de le championnat que vous évoluez qu'on accepte certains terrains pour accueillir les rencontres. D'accord, en tout cas, c'est pas le moment. C'est noté. Voilà, c'est pas le moment c'est noté. de venir faire des plaintes quand il reste une journée de la fin du championnat. C'est noté. Je pense qu'on doit jouer au football sur les pelouses qui sont... Clément, est-ce que c'est moi qui décide? Clément, c'est la fédération. Carton jaune. Clément, on va se calmer. On va proposer juste rapidement, avant de refermer les portes de cette émission pour ce soir, l'élément de Moyabi Diabaté qui nous envoie les temps forts, bien sûr, de la rencontre jouée à Agnibi-Lécro entre Fermier et Leader. Voilà, on va conclure avec l'avis de Kader sur... Non, écoutez, je vais dire... Assez rapide. Non, pas forcément sur le sujet, mais parler de Yakour FC, qui pour moi est la grande déception sur ces 3 dernières saisons. Okay. Ce n'est pas les moyens qui manquent pourtant dans cette équipe-là, qui ont changé à chaque fois d'entraîneur, qui se sont trempés dans le projet. Et voilà, pour dire que l'argent ne fait pas tout, surtout en Ligue 2. D'accord, merci beaucoup messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous. Fans de sport, rendez-vous demain, toujours sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. La Grande Team, vous le savez, c'est votre quotidienne de sport, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. À demain.